à tous et bienvenue dans les news de génétique, votre journal scientifique qui s'intéresse à la bioéthique. Je m'appelle Logan et c'est avec un grand plaisir que je serai animateur tout au long de cette émission. Avoir un enfant est le rêve de tout couple et de toute une vie. Malheureusement, ce rêve peut vite virer au cauchemar en raison des difficultés de conception. C'est ainsi qu'une assistance médicale s'avère indispensable afin de résoudre les problèmes d'infécondité de certains couples, d'où la place de la procréation médicalement assistée, plus connue sous le nom de PMA, un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine s'intéresse plus ou moins directement à la procréation. Faute d'un véritable progrès scientifique de la médecine moderne, elle regroupe de nombreuses techniques et est ainsi un moyen pour de nombreux couples infertiles d'avoir un enfant. Cependant, la PMA fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats. Critiquée et contestée notamment par les religions, l'évolution de toutes ces techniques pose des problèmes d'ordre bioéthique. Des limites doivent donc être posées. La question qui se pose alors à nous est donc de savoir comment les progrès scientifiques ont-ils permis l'évolution des techniques de PMA, mais aussi l'évolution des réflexions bioéthiques. Comme vous l'avez compris, cette semaine, l'équipe de génétique s'intéresse à la procréation médicalement assistée. Mais est-ce que tout le monde sait vraiment ce qu'est la PMA? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans le micro-trottoir d'Océane. Que la PMA. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la PMA? Aucune idée. PMA. Bonjour. Qu'est-ce que la PMA? PMA, je sais pas. Que la PMA. Franchement, je sais pas. Bonjour madame. Savez-vous ce qu'est la PMA? La procréation médicalement assistée. Ici en présence de madame Rouchère, notre prof encadrant de TPE. Alors madame Rouchère, savez-vous ce qu'est la PMA? Oui, la procréation médicalement assistée. Ce sont des méthodes qui permettent aux couples infertiles d'accéder à des méthodes qui vont leur permettre d'avoir un enfant. C'est bien ce que je pensais. Mais ne vous inquiétez pas, si vous aussi ne savez pas ce qu'est la PMA, restez avec nous. Nous allons donc mener notre enquête. Pour cela, voyons tout d'abord pourquoi certains couples ont recours à cette aide médicale. C'est donc en compagnie du docteur Apavou que nous allons comprendre les raisons du recours à la PMA. Bonjour docteur. Alors, pourquoi certains couples ont recours à la PMA? Bonjour Logan. Alors pour répondre à votre question, certains couples ont recours à la PMA car ils sont infertiles. Mais encore, faut-il savoir ce qu'est la fertilité? Pour comprendre cela, commençons par parler de la procréation naturelle. Au tout début, c'est bien connu, il y a sémences déposées par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, vers un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout peut-être la récompense due au vainqueur, une fabuleuse promesse de vie, la rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus lui-même, un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les malformés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. Des puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru pour eux la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin,
Au bout du lot, un long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule, formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénérie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percée, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle désormais devenu inutile et libère son trésor. Le patrimoine génétique de l'homme s'unit à celui de la femme. De cette union va naître une cellule unique au monde, rêve d'amour, fruit du désir et déjà esquisse de vie, un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque, et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise, une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis en 4, en 8, en 16, en 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Mais je me suis toujours posé une question. Quelle est la différence entre stérilité et infertilité? Heureusement pour certains couples, cette odyssée de la vie rencontre quelques inconvénients car il présente une infertilité. Tout d'abord, il faut bien comprendre la différence entre stérilité et infertilité. En effet, la stérilité est un état définitif. Cela veut dire que l'on ne peut concevoir d'enfant, comme par exemple une femme qui n'a plus d'utérus. En revanche, l'infertilité peut n'être que temporaire ou curable. En d'autres termes, cela veut dire que l'on a du mal à avoir un enfant, naturellement, mais qu'il existe des solutions pour y remédier. Chaque année, près de 3 nouveau-nés sur 100 voient le jour grâce à la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que leurs parents ont eu besoin de l'aide plus ou moins importante de toute une équipe de spécialistes pour réussir cette aventure particulièrement très intime. Alors, on dit qu'une femme est fertile quand elle a des cycles menstruels réguliers et que ses ovaires produisent au moins un ovocyte fécondable à chaque cycle. Je vais vous rappeler qu'un cycle, c'est mieux. Alors, le déroulement du cycle menstruel, et en particulier de l'ovulation, est régulé par une petite glande à la base du cerveau, là que l'on va éliminer, qu'on appelle l'hypophyse et qui sécrète 2 hormones appelées gonadotrophines qui vont orchestrer en fait l'activité des ovaires. Alors pour bien comprendre, ici un schéma de l'ovaire. Il y a différentes phases de maturation de cet ovocyte. On part d'ici et au fur et à mesure. Ovocyte et ovule, c'est pareil. oui, on va simplifier. Et puis au fur et à mesure, il va se transformer avant de pouvoir être évacué. Et donc, il y a des hormones qui vont agir sur ces phénomènes. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est le début de la phase d'évolution de l'ovocyte. Et ici, c'est juste avant son expulsion, évidemment, qui se passe au 14e jour. Alors, la première hormone, c'est ce qu'on appelle la FSH, qui est ici sa sécrétion ovaire. Elle va stimuler la croissance et la maturation des follicules ovariens. Donc Autrement dit, les petits sacs qui contiennent les futurs ovaires. Alors, quand le follicule dominant arrive à maturation, eh bien, il y a une deuxième hormone qu'on appelle la LH qui est libérée, vous voyez. H qui est libérée, vous le voyez, autour du 14e jour. Toujours par l'hypophyse, c'est elle qui va déclencher l'ovulation.
Le follicule va libérer l'ovule. Les ovaires sécrètent des œstrogènes, en vert. Ils favorisent la formation de l'endomètre et l'ovulation le 14e jour du cycle. L'ovocyte est alors expulsé hors de l'ovaire, il passe dans les trompes, puis dans l'utérus. Non fécondé, l'ovule est à nouveau éliminé dans les règles. En l'absence de grossesse, l'ovule n'est pas fécondé par un spermatozoïde, l'endomètre se désagrège, les vaisseaux qu'il contient se déchirent, ce sont les règles. En quelques mots, qu'est-ce que l'ovulation? Et puis le cycle va reprendre. L'ovulation, c'est donc le moment où l'ovaire va expulser un œuf, autrement dit un ovule, et si l'ovule est fécondé par un spermatozoïde, la femme sera donc enceinte. Cependant, pour certaines d'entre elles, l'ovulation est absente ou irrégulière. En effet, les troubles de l'ovulation sont les causes les plus fréquentes de l'infertilité féminine. Si les ovaires ne répondent pas à l'action des deux hormones, la FSH et la LH, ou si un dysfonctionnement survient plus haut, par exemple sur l'hypophyse, eh bien des troubles de l'ovulation peuvent apparaître. Et l'un des plus connus, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ovaire polykystique, qui porte bien son nom. Regardez ici ces kystes dans l'ovaire. Au niveau du ventre, donc vous avez l'extérieur par ici, la profondeur par ici, et regardez tout ce qui est en noir, tous ces petits sacs là ici, ce sont donc des kystes au sein de l'ovaire. Donc, ce sont en réalité des follicules qui ne parviennent pas à être expulsés et qui s'y accumulent. Mais ce n'est pas tout. Une infertilité peut aussi survenir quand par exemple les trompes utérines sont obstruées. Je vais vous montrer ça. Ici une hystérosalpingographie, c'est-à-dire que par le col on a rentré une canule qui a injecté un produit permettant de rendre opaque cet utérus, vous le voyez ici. Là c'est le départ des trompes de chaque côté, ça devrait aller plus loin, c'est bloqué à ce niveau-là. Bien sûr, il peut y avoir une infertilité quand les ovaires ne produisent pas les ovocytes matures de bonne qualité. L'infertilité d'une femme est également liée à ce qu'on va appeler l'hospitalité du milieu utérin. S'il est trop acide, cela risque de détruire les spermatozoïdes. Et puis, la muqueuse utérine doit elle aussi permettre la nidation d'un éventuel œuf. La présence de polypes ou de fibromes peut réduire les chances d'une nidation et donc d'une grossesse. C'est cette image ici d'utérus, vous voyez, ça c'est l'utérus, tout ça, et tout ce qu'on vous a fléché, ce sont des polypes. Et à gauche, on voit ça sur une IRM, la vessie en avant, voilà. L'utérus derrière. L'utérus est ici. Et on voit bien tous les polypes, c'est toutes les grosses taches noires, les grosses taches noires que vous voyez là. Et qu'en est-il de l'infertilité masculine? J'allais justement y venir. Vous lisez dans mes pensées? Voyons maintenant ce qu'est l'infertilité masculine. Pour nous, le sperme, c'est ce liquide essentiel à la reproduction humaine. C'est lui qui contient les spermatozoïdes censés féconder l'ovule. Des chiffres d'abord. Une éjaculation contient plus de 40 millions de spermatozoïdes dans 2 à 6 millilitres de sperme. Un sperme qui est fabriqué, bien sûr, par l'appareil génital masculin, que voici. Mesdames et messieurs, attention. On va prendre le monsieur, on le déshabille. Figurez-vous, le monsieur, on le déshabille. Je vais aller rapidement. Oui, parce que quand même. Parce que voilà. Et on va grossir un peu cette partie-là. Alors, tout part des testicules. C'est l'usine de fabrication des spermatozoïdes. Partie un peu enflée que vous voyez juste au-dessus, là. Cette partie est importante, elle s'appelle l'épididyme. C'est là que va se former le flagelle du spermatozoïde qui va lui permettre de bouger un petit peu pour se diriger chez madame. Vous avez un conduit qu'on appelle le canal déférent qui va monter ici et qui va permettre au spermatozoïde de se rendre. On va le savoir. Voilà, nous avons la flèche qui nous montre ici les vésicules séminales. On va tourner un peu le monsieur pour vous montrer. Attendez. Je vous le donne en mille. Tournez monsieur quand même. Hein. Voilà, on a tourné un petit peu le monsieur. Tiens. Non, on va mettre une flèche. Donc voilà, nous avons la flèche qui nous montre ici les vésicules séminales. C'est là où va être stocké le sperme. Alors les spermatozoïdes et le sperme sont aussi fabriqués par un liquide qui est formé ici dans la prostate, qui se trouve juste sous la vessie, c'est le mélange des spermatozoïdes, des testicules et de la prostate qui va former le sperme. Allez vite puisque vous connaissez, lors de l'éjaculation, ça passe par l'urètre qui est le tuyau qui est dans le pénis et puis ensuite ça va sortir pour aller chez madame. Le but du sperme c'est quoi? Eh bien c'est de transporter les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule qui, je le rappelle, est le gamète de la femme pour le féconder. Alors, dès l'éjaculation... En quelques secondes dans le vagin, les spermatozoïdes là ne peuvent survivre vraiment que quelques heures parce que le vagin est extrêmement acide. Il faut donc qu'ils remontent très très vite vers le col de l'utérus. Après, on va le voir en image animée, mais tout dépend du stade en fait d'ovulation de la femme pour aller s'implanter dans l'utérus. Entrée du col dans une substance qu'on appelle la glaire cervicale. Et là, ils peuvent rester jusqu'à 72 heures. Et à ce niveau...
bien le spermatozoïde peut aller féconder l'ovule en quelques minutes. L'œuf va se former et va bien sûr redescendre pour aller s'implanter dans l'utérus. Reste que la fécondation, ça ne marche pas à tous les coups, et c'est normal, et si au bout d'un an il n'y a toujours pas de résultat, il y a sans doute un problème. Voilà, alors le sperme de l'homme peut ne pas être de bonne qualité pour la fécondation, il peut y avoir une asténospermie si les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles, il peut y avoir une oligosospermie s'ils ne sont pas assez nombreux, ou encore une azospermie quand il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Pour dépister une anomalie, eh bien on doit faire un spermogramme, une analyse du sperme. De nombreux facteurs peuvent influencer la qualité du sperme et des spermatozoïdes. C'est le cas du stress, de la fatigue, de la pollution. Et puis une fois l'anomalie du sperme affirmée, eh bien on va proposer différents moyens de procréation médicalement assistée, recours à un donneur de sperme, insémination artificielle, fécondation in vitro. Dans certains cas, la fécondité découle d'un obstacle sur les voies génitales masculines ou de varicosité développée sur les veines entourant les testicules, varicocèles. Dans d'autres cas, les altérations du sperme découlent d'une infection ancienne, au rayon, des modifications hormonales ou d'anomalies génétiques. Mais globalement, que va-t-on retenir de tout ça? Eh bien, pour répondre à votre question de départ, certains couples ont recours à la PMA car ils sont infertiles, tout simplement. L'infertilité est constatée après 1 an de relations sexuelles non protégées, n'aboutissant pas à une grossesse à terme. Dans un couple, elle peut soit provenir de la femme ou soit provenir de l'homme, et dans certains cas, voire même des deux. Merci Dr Apao pour ce rappel médical, à bientôt. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Et notre enquête ne s'arrête pas là. Pour comprendre ce qu'est un spermogramme, je vous propose donc de regarder le reportage d'Allo Docteur. C'est parti. Le sperme d'Emmanuel a toujours été de bonne qualité. Pourtant, pendant plusieurs années, il en a douté, car avec sa femme, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il est donc venu à plusieurs reprises dans cet hôpital pour faire analyser son sperme. Pour cela, il a d'abord fallu le recueillir, une démarche pas très évidente. Le protocole est inscrit ici dans la pièce, donc on n'a plus qu'à lire et à suivre le protocole. Par contre, c'est vrai qu'après, il faut faire marcher un petit peu l'imagination, parce que vous voyez, la salle est étroite, et puis bon, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant. Une fois le moment pénible passé, le sperme est immédiatement récupéré, car sans tarder, il faut procéder aux premières analyses. Très vite, une goutte est prélevée pour observer la mobilité des spermatozoïdes. J'essaye de les classer en fait en 4 catégories, A, B, C, D. Ce qui correspond à A fléchant, B un peu moins fléchant, C mobile sur place et D complètement immobile. Car seules les 2 premières catégories, fléchant et mobile progressif, ont la capacité de féconder l'ovule. Il s'agit de déterminer par cet examen s'il y a une majorité de spermatozoïdes fécondants, c'est-à-dire les plus rapides ici à l'écran. Dans la foulée, un deuxième paramètre est analysé, leur vitalité. J'ai mélangé en fait une goutte de sperme, une goutte d'éosine et une goutte de nigrosine pour pouvoir voir le nombre de spermatozoïdes vivants qu'il y a. En fait, on fait le compte sur 100 spermatozoïdes. Au microscope, les spermatozoïdes morts apparaissent légèrement rosés, les vivants, eux, sont lumineux. Le spermogramme terminé, le sperme est conservé 8 jours dans des lamelles. On peut alors procéder au deuxième examen, le spermocytogramme, l'analyse de la morphologie des spermatozoïdes. Donc là, celui-là, c'est ce qu'on appelle un spermatozoïde typique. La tête est normale et le flagelle, la queue du spermatozoïde est normale. Là, par contre, c'est un spermatozoïde qu'on appelle atypique, anormal, parce que la queue du spermatozoïde est courte et la base de la tête est un peu pointue. Cet appareil nous permet de noter toutes les anomalies. Là, on a les anomalies du flagelle. Là, on a les anomalies de la tête. Et là, on a les anomalies de la pièce intermédiaire. C'est ce qui est entre la tête et le flagelle. Et là, c'est quand on voit des flagelles isolés, en lyse, diverses cellules. Et là, c'est les spermatozoïdes typiques. Il faut attendre une quinzaine de jours pour obtenir les résultats des analyses. Mais avant toute conclusion définitive, il est nécessaire de renouveler l'examen au moins une fois, car la qualité du sperme peut varier d'un jour à l'autre. Après avoir compris pourquoi certains couples recourent à la PMA,
Et ce qu'est un spermogramme, notre investigation se tourne maintenant vers les progrès scientifiques. Effectivement, sans progrès scientifique, les techniques d'AMP, d'aide médicale à la procréation, n'auraient jamais vu le jour. Je vous propose donc maintenant de faire un point sur quelques découvertes médicales plus ou moins importantes à travers cette animation d'Eureka. En effet, au fil des siècles, les scientifiques ont fait de grandes découvertes médicales, et parfois même par accident dans le laboratoire. Ces derniers ont ainsi créé le monde scientifique que nous connaissons aujourd'hui avec l'informatique et ces machines qui font bip. Voici donc quelques progrès scientifiques historiques. Eureka, petite histoire des grandes découvertes médicales. Allons voir de plus près. Dans le monde entier, les recherches autour de l'ADN ont révolutionné la médecine. Mais savez-vous que les premières théories les concernant furent mal accueillies? Dans les années 1940, Francis Crick et James Watson essaient de percer les mystères de l'ADN, la structure de base du vivant. Les premiers clichés révèlent une structure en croix que personne n'arrive à décoder. Les chercheurs ont une théorie. Cette croix serait constituée par 2 brins accolés par le milieu. Mais leur idée n'intéresse personne et on leur conseille d'abandonner leurs recherches. C'est donc dans la quasi-clandestinité qu'en 1953, Crick et Watson aboutissent à l'idée d'un ADN formé par 2 brins en double hélice, ouvrant ainsi la voie au décodage du génome. Fêtant leur découverte, James Watson déclarera « On vient de percer le secret de la vie ». Ainsi va la science. Parfois, c'est la persévérance qui permet les plus grandes avancées. Eureka, petite histoire des grandes découvertes médicales. Allons voir de plus près. Dans le monde entier, les chirurgiens utilisent aujourd'hui les gants pour des raisons d'hygiène. Mais savez-vous que la première fois ce fut par amour? Au XIXe siècle aux États-Unis, le chirurgien William Halsted oblige ses collaborateurs à se désinfecter les mains avec des produits très irritants, comme cela se pratique à l'époque. Cette mesure finit par désespérer Caroline Hampton, infirmière au bloc, qui lui remet sa démission. « Vous avez vu l'état de mes mains ?» se plaint-elle. Le problème est que William Halsted en est secrètement amoureux. Il demande alors à un industriel du caoutchouc de lui confectionner des gants afin de protéger les mains de son infirmière préférée et qui deviendra bientôt sa femme. Voilà comment les gants chirurgicaux ont fait leur entrée au bloc opératoire. Ainsi va la science. Parfois, c'est l'amour qui permet les plus grandes avancées. Eureka, petite histoire des grandes découvertes médicales. Allons voir de plus près. Dans le monde entier, le stéthoscope est l'un des symboles de la médecine. Mais savez-vous que l'on doit son invention à la pudeur d'un médecin? En 1816, René Laennec, médecin à l'hôpital Necker, est intimidé lorsqu'une jeune femme vient le consulter. Il devrait l'ausculter en collant son oreille à sa poitrine, mais l'homme s'y refuse. « L'âge et le sexe de la malade m'interdisent cette forme d'examen », déclare-t-il. Flûtiste à ses heures perdues, le médecin met à profit ses connaissances en acoustique. Il fabrique un tube en papier qu'il met contre la poitrine de la patiente pour écouter la musique de son cœur. Plus tard, il perfectionnera son appareil en créant une version en bois, avant de lui donner le nom de stéthoscope du mot grec stétos, la poitrine. Ainsi va la science, parfois c'est le croisement de plusieurs disciplines qui permet les plus grandes avancées. Eureka, petite histoire des grandes découvertes médicales. Allons voir de plus près. Dans les hôpitaux du monde entier, se laver les mains est obligatoire. Mais savez-vous que cette pratique mit très longtemps à s'imposer? En 1847, Ignaz Semmelweis travaille dans une maternité où le taux de mortalité des jeunes mamans est au plus haut et nul n'en connaît la raison. Un jour, un confrère qui pratique une autopsie se coupe et meurt des suites de cette blessure. Semmelweis découvre sur son corps les mêmes lésions que celles observées sur les femmes décédées dans sa maternité. Il comprend alors que les infections proviennent des médecins eux-mêmes, qui ne se lavent pas les mains entre les autopsies qu'ils effectuent le matin et les accouchements qu'ils pratiquent l'après-midi. Observation révolutionnaire, le lavage des mains finira ainsi par être rendu obligatoire. Ainsi va la science, parfois c'est le renversement de l'ordre établi qui permet les plus grandes avancées. Eureka, petite histoire des grandes découvertes médicales. Allons voir de plus près. Dans le monde entier, on sait aujourd'hui distinguer les différents groupes sanguins. Mais savez-vous que ça n'a pas toujours été le cas? En 1900, à Vienne, Karl Landsteiner tente de comprendre pourquoi certaines transfusions échouent alors que d'autres sont couronnées de succès. Sans hésiter, il réalise des prélèvements sanguins sur ses collaborateurs ainsi que sur lui-même. Il découvre que certains globules rouges réagissent entre eux alors que d'autres non. Il comprend alors qu'il existe différents groupes de sang. Il en détecte 3. L'année suivante, un dernier groupe sanguin sera découvert. Ces recherches sauveront de nombreuses vies durant la Première Guerre mondiale quand les transfusions seront pratiquées pour la première fois à grande échelle. Ainsi va la science, parfois c'est l'observation qui permet les plus grandes avancées. Découverte médicale vraiment passionnante. Mais parmi toutes les découvertes médicales qu'il y a eu au cours du temps, quel est donc le progrès scientifique qui a permis l'évolution des techniques d'AMP? Laissons-nous découvrir
en compagnie du docteur Giraudet. Bonjour docteur Giraudet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors docteur, quel est le progrès scientifique majeur qui a permis l'évolution des techniques d'AMP? Bonjour Logan, afin de vous répondre, je dirais qu'il s'agit du microscope. Pour le petit rappel historique, le tout premier microscope fut inventé en 1595, à l'époque du roi Henri IV par Zacharias Janssen, un petit fabricant de lunettes hollandais qui a eu la brillante idée de superposer deux verres de lentilles, les lunettes de l'époque, dans les tubes coulissants, afin de grossir de très petites choses. 80 ans plus tard, Antoine van Leeuwenhoek et Robert Hooke y apportent quelques modifications pour observer des choses qui étaient invisibles à l'œil nu. Au XVIIe siècle, Anthony van Leeuwenhoek, drapier de son état, se fabrique un microscope afin d'améliorer la qualité de ses tissus. Il oriente bientôt ses observations vers d'autres objets du quotidien avant de passer aux aliments. Souhaitant vérifier si le poivre pique parce que les graines sont couvertes de micro-épines, il découvre alors ce qu'il appelle de petits animaux et qui sont en réalité des bactéries. Van Leeuwenhoek souhaitant préserver le secret de son microscope, ce n'est que plusieurs années après que le monde scientifique validera ses découvertes. Ils observent notamment une cellule humaine. Le microscope est aujourd'hui indispensable, fondamental et même vital car il permet d'étudier les maladies, d'élaborer des traitements, de découvrir des virus et des bactéries, l'ADN et j'en passe. Mais dans d'autres cas, il a surtout permis l'observation des spermatozoïdes. En effet, ces derniers ne sont pas visibles à l'œil nu. Et sans l'observation de ces derniers, les techniques d'AMP n'existeraient pas à l'heure actuelle. Eh bien, pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces techniques? Avant d'évoquer ces différentes techniques, il est important de parler des dosages hormonaux chez la femme, qui consistent eux aussi un véritable progrès scientifique. Mais de quoi s'agit-il? Les hormones sont des substances fabriquées par les diverses glandes de l'organisme. L'hypophyse, glande cérébrale essentielle, a un impact sur l'ensemble des autres glandes de l'organisme et son action s'exerce par l'intermédiaire des hormones qu'elle synthétise et qui sont véhiculées jusqu'à leur cible par voie sanguine. Il s'agit en effet de doser après une prise de sang le taux d'hormones circulant. Dans le domaine gynécologique, l'hypophyse fabrique 3 hormones essentielles. La prolactine ayant pour cible le sein et la LH et FSH ayant pour cible les ovaires. La glande mammaire stimulée fabriquera sous l'influence de la prolactine du lait. Les ovaires stimulés fabriqueront principalement 2 hormones, la progestérone et les oestrogènes. Par voie sanguine, les hormones ovariennes iront se fixer sur de nombreux organes cibles, l'appareil génital mais également la peau, les os, le cerveau, etc. Ainsi, selon l'hormone dosée, il sera possible de savoir en cas de troubles gynécologiques manifestement hormonaux s'il s'agit d'un mauvais fonctionnement de l'hypophyse qui ne stimule pas correctement les ovaires ou s'il s'agit d'une hypophyse qui fabrique correctement ses hormones de commande mais qui n'obtient pas de réponse par des ovaires fatigués. Ailleurs, la présence d'ACG, hormone qui apparaît lors de la grossesse dans le sang ou dans les urines, constitue la base des tests de grossesse. Ainsi, en cas de désir de grossesse, cette méthode permet d'explorer les capacités des ovaires à ovuler et de l'hypophyse à passer la commande d'une ovulation et pour surveiller les réponses hormonales de traitement de stimulation en cas d'infertilité. Les testicules d'un homme adulte produisent environ 1 demi-milliard de spermatozoïdes chaque jour. Les ovaires de la femme ne produisent quant à eux que quelques ovules chaque mois. En général, un seul de ces ovules va atteindre la maturité nécessaire à une fécondation. La fécondation n'est possible qu'au moment de la période d'ovulation, c'est-à-dire la période du cycle menstruel de la femme, où l'ovule mature va être libéré de l'ovaire et migrer le long des trompes de Fallope. Pour qu'il y ait conception, un spermatozoïde doit féconder l'ovule mature lorsqu'il se trouve encore dans la trompe de Fallope. L'ovule fécondé va ensuite s'enfouir dans la muqueuse de l'utérus et former un embryon. Et qu'en est-il de ces fameuses techniques? La fécondation in vitro, ou plus particulièrement appelée FIV, est une technique hautement sophistiquée pour aider à concevoir un enfant dans le cadre où le couple serait atteint de stérilité. Au cours d'une FIV classique, on administre en premier à la femme des traitements qui favorisent la fertilité en stimulant la production d'ovules matures en quantité. Une fois que les ovules arrivent à maturité, on les récupère à l'aide d'une aiguille placée dans le vagin. Les ovules sont ensuite placés dans une boîte de pétri spéciale. Après une étape dite de lavage du sperme, celui-ci est introduit dans les ovules récupérés. Cette étape consiste à injecter les spermatozoïdes directement dans le noyau de l'œuf à l'aide d'une micropipette.
Il est également possible de simplement laisser les spermatozoïdes en compagnie des ovocytes dans une boîte stérile spéciale. Lorsque la fécondation a lieu, l'œuf commence à se scinder, à se diviser et à former une multitude de cellules. Les embryons doivent être remis dans l'utérus environ 72 heures après la fécondation. La procédure de transfert de l'embryon consiste à introduire un tube flexible appelé cathéter qui passe par le vagin, le col de l'utérus, jusqu'à atteindre l'utérus. Les embryons sont déposés dans l'utérus par l'intermédiaire de ce cathéter. Des traitements supplémentaires peuvent être prescrits pour améliorer la probabilité de nidation des embryons dans l'utérus. Afin d'augmenter les chances de grossesse, on transfère en général plusieurs embryons à chaque fois. C'est pourquoi les FIV donnent parfois naissance à plusieurs bébés à la fois. Ici, Nous on voit verrons maintenant l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. IAC consiste à injecter des spermatozoïdes préparés dans la cavité utérine le jour de l'ovulation. La stimulation des ovaires va permettre de maîtriser et d'améliorer l'ovulation. Le sperme est préparé au laboratoire et les spermatozoïdes sélectionnés sont injectés dans l'utérus. La stimulation est surveillée dès le 10e jour du cycle. Celle-ci est saturée d'une... La patiente peut ensuite reprendre une activité normale. Après l'insémination, dans la plupart des cas, aucun traitement n'est nécessaire. De plus, aucune précaution particulière n'est à prendre. Si la tentative a échoué, les règles surviennent environ 12 jours après l'insémination. Si les règles n'apparaissent pas, un test de grossesse est réalisé 18 jours après l'insémination afin de faire le diagnostic de grossesse. Toutefois, certains couples peuvent avoir des cellules reproductrices inefficaces ou inexistantes. Ils font alors appel à des dons d'ovocytes pour la femme ou de sperme pour l'homme. Voyons en premier le don d'ovocytes. Une femme accepte de donner quelques-uns de ses ovocytes pour permettre à une autre femme infertile de devenir mère. L'ovocyte est la cellule reproductrice féminine. Chaque femme possède en temps normal des milliers d'ovocytes dans ses ovaires. Tous les mois, une dizaine se développe pour aboutir à l'ovulation d'un seul ovocyte pouvant être fécondé par un spermatozoïde. Les ovocytes sont donnés à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, soit parce que la femme n'a pas naturellement d'ovocytes, soit parce que ces ovocytes présentent des anomalies génétiquement transmissibles au fœtus, ou encore si elle a subi un traitement qui a détruit ses ovocytes. Le don de sperme est un don anonyme et gratuit. Il permet à un couple dont l'homme est infertile ou porteur d'une maladie héréditaire d'avoir un enfant. Le sperme est recueilli sur place par masturbation. Une demi-douzaine de visites au centre d'études et de conservation des œufs et du sperme sont nécessaires afin d'obtenir une quantité de paillettes de sperme suffisante. Au long de son parcours, le donneur est suivi par une équipe médicale et des entretiens avec un psychologue lui sont proposés. Une fois le sperme recueilli, ses caractéristiques sont mesurées en laboratoire. Il est congelé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Nous verrons pour finir l'insémination intracytoplasmique avec sperme. Pour obtenir des ovules, on stimule les ovaires avec les hormones, des doses journalières afin de produire des ovules. On procède au suivi. On ponctionne alors les ovules par aspiration, sous sédatif. La patiente peut reprendre une vie normale après 2 heures. On sélectionne alors dans le sperme du donneur ou du conjoint les spermatozoïdes mobiles. Puis par micro-ingestion intracytoplasmique, un spermatozoïde est introduit dans chaque ovule. Les ovules fécondés se transforment en embryons prêts à être implantés dans l'utérus. Lors du transfert, on en sélectionne 2 ou 3, puis on les introduit dans un fin cathéter que le gynécologue conduit jusqu'au fond de l'utérus. Les embryons non transférés sont congelés dans de l'azote liquide et conservés dans la banque d'embryons préalables identifiés. Si la grossesse ne se produit pas, ils pourront servir lors de cycles ultérieurs. Merci docteur pour ces précieuses informations. À bientôt. Le 10 avril 2013, le père de la fécondation in vitro, Robert Edwards, est décédé. En 1978, après la naissance du premier bébé éprouvette, la polémique est lancée. Cette technique de manipulation d'un embryon humain est-elle éthique? Du grec bios qui signifie vie et éthikos qui signifie morale, la bioéthique désigne l'étude des problèmes moraux engendrés par la nouvelle pratique médicale impliquant la manipulation du vivant et les recherches en biologie telles que le clonage ou encore le prélèvement d'organes, mais aussi la PMA. Ainsi, bien que la PMA vise à permettre aux couples infertiles d'avoir un enfant, l'évolution de ces techniques peut engendrer des dérives qui font aujourd'hui polémique. C'est la dernière partie de notre enquête, les dérives bioéthiques qui font polémique. Commençons par comprendre l'origine de ces dérives à travers la législation française et étrangère.
Tout d'abord, en France, le mariage et l'adoption dépendent du code civil. La PMA, quant à elle, dépend du code de la santé. En France, elle est régie par la loi de 1994 relative à la bioéthique, modifiée en 2004 et réactualisée en 2011. Pour qu'un couple puisse avoir recours à cette assistance, il faut que ce dernier remplisse un certain nombre de conditions. En effet, seul un couple hétérosexuel peut faire appel à la PMA. Cependant, elle n'est pas accessible à l'ensemble de ces derniers, mais uniquement aux couples dont l'un des membres est victime d'une infertilité médicalement constatée ou présentant une maladie grave susceptible d'être transmise à l'enfant. Les deux membres du couple doivent être consentants et en âge de procréer. Ils doivent également passer les entretiens médicaux pour juger de leur motivation et de leur stabilité. Ainsi, contrairement à une filiation établie sur une procréation naturelle, une filiation établie sur une procréation médicalement assistée est incontestable. A noter que le décès d'un des membres du couple, la révocation du consentement, l'introduction d'une requête, un divorce ou une séparation de corps, ou la simple séparation de fait sont des obstacles qui annulent une procédure de PMA. Par opposition, les couples homosexuels, au même titre que les personnes célibataires, ne peuvent pas avoir recours à la procréation médicalement assistée. En ce qui concerne le don de gamètes, en France, le don de gamètes, de sperme pour l'homme ou d'ovocytes pour la femme, est légal. Les conditions de recours à la PMA sont alors renforcées. En effet, cette technique fait intervenir un tiers, elle est par conséquent susceptible de dérive. Le don de gamètes nécessite donc le consentement du couple receveur et du donneur sous forme authentique, c'est-à-dire qu'un auteur ou un juge reçoit l'acte. Aucune filiation ne peut alors être établie. En effet, en donnant son consentement à la procréation médicalement assistée, le tiers donneur abandonne toute action en reconnaissance de paternité ou de maternité. Le don de gamètes doit être fait de façon anonyme et gratuite. Le couple receveur ne peut donc faire aucune demande quant au profil du donneur. Cependant, afin les caractéristiques physiques, couleur de la peau, des yeux et des cheveux, et le groupe sans qu'un des parents corresponde à ceux de l'enfant, l'équipe médicale ne prend pas un donneur au hasard. Il s'agit ici de permettre aux parents de pouvoir garder le secret quant au mode de conception de leur enfant. Mais la PMA a une contrainte. En effet, il faut obligatoirement les gamètes d'un des deux membres du couple. Au moins un des deux doit participer biologiquement à la PMA. Les couples ne peuvent donc pas bénéficier d'un double don de gamètes, c'est-à-dire d'un don de spermatozoïdes et d'un don d'ovocytes en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre, ce qui empêche les couples dont les deux membres sont infertiles d'avoir recours à cette pratique. Au sujet des mères porteuses, ainsi, pour les couples qui ne peuvent pas avoir recours à la PMA, la législation française n'offre pas d'autre choix que l'adoption. Actuellement, il est interdit aux couples de faire appel à une mère porteuse. En effet, la gestation pour autrui, GPA, est interdite par l'article 16-7 du Code civil, qui prévoit que toute convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Et une question primordiale, le coût d'une PMA en France. Les frais liés à la PMA sont également pris en charge par la sécurité sociale, si la receveuse a 42 ans au moins. Toutefois, ce remboursement est limité à 4 fécondations in vitro et à 6 inséminations intra-utérines. Au-delà et sous certaines conditions, ce sont les complémentaires santé qui peuvent prendre en charge le remboursement. Après la France, passons à l'étranger. La législation en matière de procréation médicalement assistée est totalement différente d'un pays à l'autre. Ainsi, jugée trop stricte et trop sélective par ses conditions d'accès, la loi française en matière de PMA incite de nombreux couples à partir à l'étranger où la législation s'avère plus souple. En effet, certains pays ne disposent à l'heure actuelle que de peu de lois sur le sujet, ce qui a tendance à permettre certaines dérives éthiquement discutables. Dans son rapport de 2011, l'Agence de la biomédecine préconise donc une harmonisation de la législation pour remédier à ce tourisme procréatif qui ne cesse d'augmenter. Voyons donc les lois sur la PMA à l'étranger. Ce que dit la loi. Dans le reste de l'Europe et à l'international, c'est-à-dire à l'étranger, le cadre légal de la procréation médicalement assistée peut être plus souple, permettant ainsi aux époux qui ne remplissent pas les conditions légales françaises d'avoir un enfant. Ainsi, en Belgique et en Espagne, la PMA est accessible aussi bien aux couples hétérosexuels qu'homosexuels, mais aussi aux femmes célibataires. Au niveau des dons de gamètes, l'anonymat n'est pas requis, comme par exemple en Belgique, où un ami ou un membre de la famille peut offrir ses gamètes au couple. Le don peut aussi s'avérer payant. En ce qui concerne les mères porteuses, contrairement à la législation française, il existe une alternative à l'adoption. En effet, le recours à une mère porteuse est autorisé dans de nombreux pays. États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Russie, Inde et j'en passe. Mais la procédure reste laborieuse et la reconnaissance du lien de filiation en France s'avère assez compliquée. Si le débat concernant la PMA touche tout le monde, il est d'autant plus animé au sein des communautés religieuses, chrétiens, musulmans, juifs, hindouistes, qui est le point de vue sur la procréation médicalement assistée. Tout d'abord, le christianisme, le catholicisme. Plus radical, l'Église catholique s'oppose fermement à la PMA. Elle rejette l'ensemble des techniques d'AMP, qu'il s'agisse de fécondation in vitro ou d'insémination artificielle. Selon elle, il ne peut y avoir procréation d'enfants sans relation sexuelle, et pas de relation sexuelle sans intention de procréer.
La FIV n'est donc pas tolérée et le don de gamètes est strictement interdit. Le Vatican considère l'enfant comme un don de Dieu, et il conçoit que la stérilité représente une dure épreuve, mais elle peut être comblée par l'adoption, encore par une aide aux enfants pauvres ou handicapés. L'Église catholique considère que l'embryon est doté d'une âme dès sa conception. Ainsi, le DPI peut donc être pratiqué puisqu'il peut aboutir à une destruction de l'embryon s'il atteint la maladie recherchée. Protestantisme. Considéré comme la religion la plus ouverte à la PMA, le protestantisme tolère pratiquement toutes les techniques d'AMP, y compris les dons de gamètes et même d'embryons. Toutefois, l'Église protestante n'est tolérante qu'envers les couples hétérosexuels et rejette ainsi les couples homosexuels. Vu que dans la religion protestante, chaque croyant est libre d'interpréter les écrits et de fonder ses propres convictions, il n'est pas rare de rencontrer des avis très diversifiés, voire même complètement opposés sur certaines pratiques, comme par exemple pour le cas de la réduction embryonnaire où les avis restent très partagés. L'Église orthodoxe, beaucoup plus proche des catholiques, les orthodoxes rejettent la majorité des techniques de PMA en proscrivant eux aussi tout don de gamètes et en rejetant toute manipulation de l'embryon. Toutefois, l'Église orthodoxe autorise la FIV car elle estime qu'elle n'a pas le droit de décider de la vie privée de ses fidèles. Deuxièmement, l'islam. Contrairement aux chrétiens, les musulmans ne reconnaissent l'embryon comme un être à part entière uniquement après le 120e jour de gestation, soit après le 4e mois de grossesse. Ainsi, avant cette date, toutes les techniques d'AMP sont autorisées. Cependant, il y a une condition. Il faut impérativement que les gamètes proviennent du couple marié en désir d'enfant. En effet, la religion musulmane attache une importance primordiale à la filiation. Par conséquent, elle interdit tout recours aux dons de gamètes et d'embryons. La réduction embryonnaire assimilée à un avortement est interdite, sauf cas exceptionnel où la grossesse multiple représenterait un risque mortel pour la femme. La congélation des embryons est autorisée, mais dès la naissance de l'enfant, ces derniers doivent être détruits. Troisièmement, l'hindouisme. D'un point de vue religieux, la procréation médicalement assistée ne pose aucun problème à la religion hindouiste. Et enfin, le judaïsme. Bien que la Torah émette des opinions bien établies, les rabbins disposent d'une certaine liberté concernant les écrits. Ainsi, l'opinion d'un fidèle varie en fonction du représentant religieux auquel il se réfère. Mais en général, la religion juive prend la croissance et la multiplication. L'infertilité est donc considérée comme une sorte de malédiction. Le judaïsme est donc favorable dans l'ensemble au recours à la PMA. De plus, comme les musulmans, les juifs ne considèrent l'embryon comme un être humain uniquement qu'après un certain délai, soit après le 40e jour de gestation. Ainsi, avant cette date, toutes les lignes d'AMP et la congélation des embryons sont autorisées, mais il faut que les gamètes proviennent des époux demandeurs eux-mêmes. En effet, étant donné que dans certains pays la loi ne limite pas le nombre de dons d'une même personne, il peut arriver que des enfants issus du même donneur, sans le savoir, se marient entre eux, ce qui constituerait un véritable inceste au regard de la loi juive. Ainsi, afin d'éviter tout risque de rencontre consanguine, le judaïsme ne tolère que le don de donneurs non juifs. Mais étant donné que le don de gamètes est anonyme et gratuit en France, cette condition semble difficile à satisfaire. Alors, les juifs préfèrent interdire tout recours au don de gamètes. De nombreuses femmes rêvent depuis leur plus tendre enfance d'être mères. Cependant, pour certaines d'entre elles, les réalisent ce rêve peut s'avérer plus difficile que prévu, soit parce que leur mari est décédé avant qu'elles ne puissent tomber enceintes, soit parce qu'elles sont homosexuelles. D'autres, au contraire, ont découvert leur désir d'enfant qu'après la ménopause. Toutes ces femmes n'ont alors plus qu'un seul objectif en tête, au-delà de la morale, elles veulent détourner la loi sur la PMA afin d'avoir un enfant. Mais comment s'y prennent-elles pour ces demandes contre nature? Premièrement, voyons le cas des femmes qui veulent avoir recours à l'insémination ou au transfert post-mortem d'embryons. Dans le cadre d'un recours à la PMA, le décès du conjoint peut compromettre fortement, voire faire annuler l'aboutissement du projet parental. L'insémination et le transfert d'embryons post-mortem doivent-ils être autorisés? Véritable drame pour la femme, la mort de son conjoint peut s'avérer d'autant plus douloureuse si le couple voulait fonder une famille. Il s'agit ici pour le mari décédé de procréer après sa mort, sont deux procédés envisageables. L'insémination artificielle post-mortem. Dans certains cas, une maladie grave touche le conjoint. Alors, en prévoyant des difficultés futures à concevoir un enfant, celui-ci décide de faire un dépôt de sperme, mais malheureusement, il décède avant que sa femme n'ait pu être fécondée. Ainsi, afin d'avoir un enfant, la femme demande être inséminée au moyen du sperme congelé du défunt en vue d'une fécondation, le processus de vie n'ayant pas encore commencé. L'autre procédé envisageable est le transfert post-mortem d'embryons. Dans ce procédé, le couple est déjà en processus de FIV. Les embryons du couple ont été conçus et congelés du vivant du conjoint, mais malheureusement, l'homme décède avant que le transfert n'ait eu lieu. Le processus de vie a déjà commencé et la femme du défunt demande alors le transfert des embryons dans son utérus.
Cependant, l'utilisation du sperme d'un individu n'est possible que lors de son vivant. Ainsi, malgré aux très bonnes intentions, ces deux procédés posent de vrais problèmes. D'ordre juridique d'une part, car l'insémination post-mortem est interdite de nombreux pays tels que la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie et la Suisse qui sont réputés pour être les pays les plus stricts en matière d'accès à l'AMP. Et d'autant plus dans le cas de la procréation post-mortem. D'autres pays en revanche admettent ces pratiques comme les États-Unis, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni qui se basent sur le principe du consentement du futur défunt. Ce qui explique le fait que certains couples se tournent vers l'étranger pour trouver une solution. Mais attention, les démarches doivent être faites dans un délai de 6 mois après le décès. Et même si elles aboutissent à la naissance d'un enfant, celui-ci, car d'après l'article 302 de notre Code civil, ne pourra pas être reconnu légalement par son père décédé et encore moins en hérité. Ces deux procédés posent également des problèmes d'ordre bioéthique complexes car l'enfant qui va naître aurait été conçu par un mort et de ce fait, il ne connaîtra évidemment jamais son père biologique. De plus, l'assimilation post-mortem va à l'encontre du principe de l'AMP, dont le but est avant tout de remédier aux difficultés de conception d'un couple. Il est clairement stipulé que chacun des demandes du couple hétérosexuel doit être vivant. Ainsi, le couple n'étant plus existant, le projet parental doit être de même. Même si certaines personnes diront qu'avoir recours à ces deux pratiques, ça revient exactement au même cas où le conjoint meurt au cours d'une grossesse de sa femme, il n'empêche que l'enfant aura été conçu de son vivant. Et ceci étant, le conjoint aura éventuellement pu accompagner la mère durant le temps de la grossesse. La question qui se pose en France est donc celle des limites. Ces femmes doivent-elles se résigner à accepter les limites imposées par la mort et la loi française, ou au contraire les transgresser, puisqu'aujourd'hui les techniques d'AMP le permettent à l'étranger. Et comment trancher cette question, quand même le Comité national d'éthique prend des positions différentes? Ces positions confirment donc le fait que notre société est en perpétuelle évolution, et que ce qui semblait impossible il y a quelques années par manque de technique, peut le devenir encore aujourd'hui en raison de problèmes bioéthiques. Quel avenir aura l'enfant qui naîtra? Doit-on le faire porter un tel poids? De plus, ne serait-on pas tenté de repousser encore plus les limites imposées par la loi au nom d'une égalité homme-femme, en permettant aux conjoints veufs de transférer ses embryons congelés dans l'utérus d'une mère porteuse? Même les femmes fertiles peuvent rencontrer des problèmes pour avoir un enfant. Des problèmes non pas dus à leur infertilité, mais à leur sexualité. En effet, les femmes homosexuelles ne peuvent pas concevoir d'enfant avec un partenaire du même sexe. Toutefois, cela n'empêche en rien le fait qu'elles éprouvent l'envie d'avoir un enfant. Ici, il ne s'agit pas de juger les couples d'homosexuels, mais bien de voir par quels moyens ces femmes tentent d'assouvir leur désir de fonder une famille. La majorité des couples de femmes homosexuelles ont recours à l'adoption. En effet, 3 ans après la mise en place du mariage pour tous, ces femmes mariées ou célibataires décident d'adopter un enfant. Mais l'adoption en France est un processus très long et complexe, comme nous le montre ce reportage. Petit papa Noël qui va dans le ciel et qui s'envole et puis je me pose. Au début de l'année 2013, nous nous sommes battus plus que prévu. Pourtant, le candidat Hollande l'avait promis. Le mariage, l'adoption, la procréation médicalement assistée en 2012 et une reconnaissance du deuxième parent. Vous savez que dans aucun autre pays, l'opposition n'a été aussi forte, ni en Espagne, ni en Argentine, ni en Uruguay. Avant ce projet de loi, j'interrogeais des citoyens sur ma photo de famille. Ils se posent parfois des questions, mais leurs réponses ont toujours été pleines de bon sens. C'est pas contre le fait que des homos puissent avoir des enfants? Loin de là, loin de là. Et alors, est-ce que, parce que là c'est 2 femmes, est-ce que 2 hommes, tu dirais la même chose aussi? Pareil, exactement, pareil. Ça me dérange pas, chacun sa vie, puis voilà quoi. Moi, vous savez, j'ai adopté mes enfants, alors le côté biologique, etc., je ne suis pas du tout... Et puis surtout, où est la normalité? Voilà. Hein? Alors donc, accepter certaines choses difficiles, certes, mais qui, ma foi, si c'est entouré d'amour, hein, je pense qu'il ne faut pas briser une vie à cause de ça. Mais quand le mariage pour tous est arrivé, c'est un autre visage que la France a montré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'exposer ma famille. Allez, on se vire, là, Mais vous pensez que tous les enfants qui ont un papa et une maman sont équilibrés? C'est pas le cas. Faut pas généraliser. 2 femmes qui vivent ensemble, c'est pas une famille. Mais vous êtes en train de photographier. Mais n'arrivez pas, c'est une famille, c'est un papa et une maman. Mais mon fils, là, actuellement, je l'ai pas porté, donc il est pas reconnu au niveau juridique.
S'il arrive quelque chose à ma compagne, je sais pas où va aller mon fils alors que je l'élève. Oui, votre gosse, à un moment donné, recherchera son identité. Mais son identité, c'est nous. Il a... Attendez, un gosse, normalement, pour être équilibré, il lui faut un père et une mère. C'est la nature. Je suis désolée, combien? Madame, on peut discuter? Alors aujourd'hui, l'égalité est là? Eh bien non, justement. Car nous n'avons pas le choix de nous marier, mais nous y sommes obligés. Pour adopter mon fils, je dois me marier. Et le problème, c'est que nous n'avons jamais eu envie de mariage. Ce n'est pas absurde d'obliger les familles homo à se marier au XXIe siècle. Et je ne vous parle même pas de la promesse de la PMA que le président et le gouvernement ne soutiennent même pas. Alors d'un côté, on reconnaît nos familles, mariées uniquement, et d'un autre côté, on nous dit « continuez à faire vos enfants dans des cliniques à l'étranger ». Au Québec, les deux mères sont reconnues à la naissance de l'enfant, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'elle attend la gauche? Qu'est-ce qu'elle attend la France? C'est pas les homos qui sont de trop, c'est Christine Boutin et les fachos. C'est pas les homos, c'est Christine Boutin et les fachos. Certains couples de femmes homosexuelles se tourneraient vers une insémination non médicalisée en demandant à un ami masculin de leur fournir un don de sperme qu'une des deux introduira par ses propres moyens dans son vagin. Bien entendu, l'ami masculin en question s'entendra avec le couple sur le fait qu'ils reconnaissent ou non l'enfant. Cependant, notre couple de femmes préfère ne pas avoir recours à ce type d'insémination, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé un donneur, ou soit car elles ne veulent pas d'une personne tierce dans leur vie de famille. Ainsi, elles décident de contourner la loi française en ayant recours à une FIV, avec un don de sperme anonyme dans des pays comme la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ou encore le Danemark, qui possèdent des lois plus souples. Mais une fois de retour en France, elles se heurtent à la justice lorsqu'elles demandent l'adoption par la conjointe de la mère. Sur ce plan en France, 4 couples de femmes ayant donné naissance à des enfants par PMA à l'étranger ont mené une longue bataille judiciaire contre le parquet de Versailles et d'Aix-en-Provence qui leur opposait une fraude à la loi. Heureusement pour elles, il y a tout juste un an, la justice française a validé les adoptions. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la pratique utilisée, un problème juridique se posera toujours. En effet, une seule vie de maman aura légalement le statut de mère, et ce n'est qu'au bout de longues batailles judiciaires que l'enfant pourra être adopté par la conjointe de la mère. Mais au-delà des problèmes juridiques et médicaux, des questions d'ordre politique se posent quant au bien-être de l'enfant. Dans toutes les histoires pour enfants, les parents sont toujours représentés par un homme et une femme. Quel effet sa conception et l'éducation auront-ils sur son avenir, et même sur sa sexualité future? En effet, certaines personnes prétendent que les filles et les garçons de parents homosexuels sont proportionnellement plus nombreux à développer une identité homosexuelle. Pourtant, d'après de nombreuses études, il n'y a aucun rapport entre la sexualité des enfants et celle de leurs parents. Mais le problème n'est-il pas de savoir quel regard les gens auront-ils de lui dans une société où l'homophobie tient encore une grande place? Et troisièmement, voyons le cas des femmes âgées et ménopausées. Après l'âge, la fertilité des femmes diminue beaucoup jusqu'à la ménopause, où elles ne sont plus aptes à procréer naturellement car elles n'ont plus d'ovules. Cependant, malgré cela, certaines d'entre elles veulent être mères. Elles n'hésitent donc pas à repousser les limites de la fécondité pour avoir un enfant alors qu'elles ne sont plus médicalement en mesure de le faire sans traitement. Il existe deux types de femmes ménopausées. Certaines femmes ont une ménopause précoce qui se manifeste malgré leur très jeune âge. Pour ces femmes, la loi leur autorise le droit de faire appel à la PMA. D'autres femmes ont une ménopause normale, sont généralement à la quarantaine. Ces femmes ménopausées décident d'avoir recours à la fécondation in vitro, FIV, par don d'ovocytes. Elles obtiennent ainsi les embryons à partir des ovocytes d'une donneuse qui ont été fécondés par les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur. Ainsi qu'ovarien artificiel sera créé chez la future mère avant qu'elle ne puisse recevoir les embryons dans les meilleures conditions, tandis que la donneuse, elle, devra suivre un traitement de stimulation hormonale. Cependant, lorsqu'elles ont dépassé l'âge limite tolérable en France, certaines de ces femmes partent à l'étranger dans des pays plus tolérants sur l'âge. D'autres encore mentent sur leur âge en se faisant passer pour plus jeunes afin d'être acceptées par la clinique. Les femmes âgées ménopausées peuvent alors paraître irresponsables. En effet, elles sont déjà très âgées et la naissance et l'éducation de l'enfant n'est pas de tout repos. Comment réussiront-elles à élever leur enfant quand plusieurs générations les séparent? Là encore, des problèmes d'ordre bioéthique se posent, car même si on ne prend pas en compte les raisons qui poussent ces femmes à faire cela, c'est bien le bien-être de l'enfant qui importe. Et savoir que sa mère ne pourra pas l'accompagner jusqu'à l'âge adulte ne constitue pas le meilleur avenir pour ce dernier. Ainsi, les débats se multiplient sur le fait que les progrès médicaux doivent être accessibles à tout et dans n'importe quel cas. Dernièrement, une Allemande de 65 ans a mis au monde des quadruplés. Comment parviendra-t-elle à les élever? Après l'enfant pour tous, d'autres couples n'hésitent pas à vouloir repousser encore plus les limites de la PMA. En effet, au-delà de la morale, ces derniers cherchent à avoir un enfant à l'image de soi.
un bébé médicament ou encore l'enfant parfait. Voyons donc pourquoi la PMA fait polémique à travers les dérives et les questions qu'elle engendre. Tout d'abord, le clonage. Pourquoi interdire à l'humain de faire un enfant à son image s'il le veut, puisque la science le peut? Voici donc la question que certaines personnes se posent. Pour rappel, le clonage est la technique permettant de créer un nouvel être humain de manière artificielle en utilisant l'ADN d'un seul et unique individu. Bref, créer un double génétique. Ainsi, certains parents veulent un enfant génétiquement à leur image, un premier à l'image du père, un deuxième à l'image de la mère, ou vice-versa. Autrement dit, sa parfaite copie. À la lumière du clonage, une autre question se pose. Celle du bébé médicament ou bébé espoir. En effet, certains parents donnent malheureusement naissance à un enfant souffrant d'une maladie génétique grave. Ainsi, ces parents n'hésitent pas à concevoir un deuxième enfant non désiré, dans l'unique but de guérir le précédent. Ils procèdent ainsi à une sélection embryonnaire couplée de 2 diagnostics préimplantatoires afin que ce deuxième enfant soit immunocompatible à l'enfant malade. À la naissance de l'enfant ainsi sélectionné, les médecins procéderont à une cryoconservation du sang de cordon ombilical pour réaliser le plus rapidement possible une greffe de cellules souches chez l'aîné. Pour le petit rappel historique, le premier médicament fut le petit Adam Nash le 29 août 2000 aux États-Unis pour permettre de greffer sa grande sœur Molly atteinte d'une AD. Mais alors pourquoi interdire à une personne d'avoir un bébé éprouvette? L'Agence de biomédecine est chargée d'accorder les autorisations au cas par cas. Dans son dernier rapport, elle révèle qu'entre juillet 2007 et juin 2008, 7 demandes ont été faites à l'agence qui en a autorisé 5. Depuis, 2 tentatives de FIV ont été menées chez l'un des 5 couples. Elles n'ont pas encore permis de grossesse. Ainsi, d'un point de vue éthique, cette pratique rencontre un faible taux de succès, coupable de faux espoirs aux familles. Par ailleurs, la double DPI fait une consommation et un gâchis effroyable d'embryons. Alors qu'une fécondation in vitro nécessite environ 17 embryons et un DPI facilement le double, on peut estimer que 60 à 100 embryons sont nécessaires à la sélection du seul embryon adéquat recherché. Les embryons restants seront soit détruits, soit abandonnés à la recherche scientifique qui finira elle aussi par les détruire, soit adoptés par un autre couple à condition qu'ils ne soient pas malades. Enfin, comme l'énonce clairement le Conseil d'État, un DPI réalisé non plus pour l'enfant à naître lui-même, mais également dans l'intérêt d'un tiers, contredit totalement le principe selon lequel l'enfant doit venir au monde d'abord pour lui-même. Avec le bébé médicament, c'est à l'instrumentalisation scientifique de la personne intrinsèquement indisponible que l'on assiste. Face à tous ces risques, le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, et l'Agence de biomédecine recommandent l'encadrement de la pratique. Et enfin, voyons l'une des règles les plus critiquées, l'eugénisme. L'eugénisme désigne l'ensemble des recherches biologiques et génétiques et des pratiques morales et sociales qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation des sujets sains et par la même occasion d'améliorer la race humaine. Pour avoir l'enfant parfait, de nombreux couples, comme aux États-Unis, n'hésitent pas à payer le prix fort. En effet, là-bas, le don de gamètes n'est ni anonyme ni gratuit. Dans de telles conditions, les époux peuvent choisir leur donneur sur catalogue. Ce sont des critères multiples, physiques ou intellectuels. En outre, la procédure est très onéreuse. Les gamètes sont menées à des prix faramineux. Pour mieux comprendre ce que c'est, regardons ce reportage. Inventé au XIXe siècle par Francis Galton dans le but d'améliorer l'humanité, l'eugénisme est l'ensemble des méthodes et des pratiques de sélection visant à éradiquer les personnes jugées handicapantes pour la société et à favoriser celles jugées bénéfiques. Si on se réfère à l'eugénisme classique du début du XXe siècle, on avait des moyens beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre que on n'avait pas de sélection possible avant la naissance, on avait juste ce qu'on appelle la sélection artificielle appliquée à l'homme, qui va ensuite être reprise d'ailleurs par l'idéologie nazie et la mise en pratique chez les nazis. On faisait en sorte de faire se reproduire entre eux des individus qui étaient considérés comme étant les meilleurs pour la race, aryenne en l'occurrence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif. On encourage la reproduction de gens qu'on considère comme étant les meilleurs. Et il y a l'eugénisme négatif qui, lui, vise à faire en sorte que les gens considérés comme des tares pour la société ne se reproduisent pas. Donc vous avez les deux tendances qui ont été évidemment mises en pratique par l'Allemagne nazie de la manière la plus nette, mais il faut bien savoir aussi que dans les pays démocratiques comme les USA, comme la Suède jusque dans les années 70, on a pratiqué l'eugénisme négatif en stérilisant de façon tout à fait légale des personnes handicapées, par exemple, handicapées intellectuelles, ou supposées telles, parce qu'elles avaient de mauvais résultats des tests de QI. Et on a donc, sous couverture légale, fait en sorte que ces personnes ne puissent pas avoir accès à la reproduction, ne puissent pas avoir d'enfants, parce qu'on les considérait comme étant dangereuses pour la société.
Bien qu'aujourd'hui de telles politiques soient désapprouvées, on retrouve néanmoins une forme appelée néogénisme. Et pour cause, grâce au progrès de la génétique et des techniques de procréation médicalement assistée, il est désormais possible d'identifier les embryons porteurs de certaines maladies graves. Une pratique très encadrée, en France tout au moins. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire que dans une procédure, un processus de fécondation in vitro, on maintient la culture embryonnaire jusqu'au 3e, 4e jour. À ce moment-là, on prélève quelques cellules, en général 2 ou 3 cellules de ce que l'on appelle l'embryon, qui est en fait un groupe de cellules qui donnera autant l'enfant que le placenta, faire des analyses très rapides en biologie moléculaire sur 24-48 heures pour ne transférer que les embryons qui sont indemnes de telles anomalies, pathologies pour lesquelles toute une enquête préalable a été réalisée pour savoir si effectivement on avait dans cette famille-là le marqueur, par exemple de la mucoviscidose, de telle myopathie ou telle affection, maladie d'une particulière gravité, non curable dans les données actuelles de la médecine, et pour laquelle ça ne débouchera que sur des transferts d'embryons indemnes de la découverte de tel ou tel gène. Aux États-Unis, on n'est pas sur la même logique, il y a une logique financière, et dans le cadre d'insémination, par exemple, ou de fécondation in vitro, mais souvent c'est des inséminations, il y a des books, comme pour les top modèles, et donc les parents ou la femme peut choisir d'acheter, entre guillemets, le sperme congelé de tel ou tel donneur ayant telle ou telle caractéristique, parce que étudiant de telle grande université ou ayant un physique tout à fait particulier, qu'il soit mannequin ou qu'il ne soit pas mannequin. Mais ça ne garantit pas du résultat. C'est pas parce que vous avez un père brillantissime que vous serez brillantissime. C'est pas parce que vous avez une mère top modèle que vous serez forcément top modèle également. Une sélection qui nous rappelle toutefois les erreurs qui ont été commises par le passé et qui soulèvent de nouvelles questions. On ne va pas condamner systématiquement cette tentative d'amélioration, entre guillemets, de la reproduction humaine. Par contre, l'usage qui en a été fait qu'on peut être extrêmement prudent. Ça, c'est l'argument dit de la pente glissante. À partir du moment où on commence à dépister certaines choses, par exemple ces risques de maladies monogéniques liées à un seul gène, on est sûr que la personne présentera la maladie si elle est porteuse du gène. Mais pourquoi ne pas aussi essayer ensuite de faire en sorte que les gens qui risqueraient d'être trop petits, qui risqueraient d'avoir une vue trop basse, qui risqueraient une calvitie à 50 ans ou un risque d'obésité, enfin vous pouvez imaginer énormément de choses possibles qu'on puisse dépister, eh bien en fait la pente glissante, cet argument nous dit si on commence, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc il faut restreindre très fortement cette possibilité d'usage des moyens de sélection dont nous disposons aujourd'hui, qui sont infiniment plus développés que ceux qu'on avait au début du XXe siècle. Le problème, c'est aussi les critères de sélection. Parce que, par exemple, qu'on ne veuille pas qu'un enfant qui n'aura pas de cerveau à la naissance se développe, un enfant anencéphale. On peut difficilement arguer qu'il faille laisser naître un enfant comme celui-là, qui a une malformation majeure. Mais, là encore, on retrouve la question de l'évaluation. Vous dites des gens de moins d'1m50, qu'est-ce qui dit que dans la société, quelqu'un de moins d'1m50 est handicapé? Rien du tout. En fait, c'est toute la question de l'évaluation des individus, et notamment des personnes en situation de handicap, qui est posée. Et c'est derrière la stigmatisation de ces personnes qui est en question. Qu'est-ce qui est une vie qui vaut la peine d'être vécue, ou pas? Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr. Par conséquent, au fil des siècles, le monde a connu de nombreux progrès scientifiques. Ainsi, notamment grâce au microscope, des techniques de PMA ont pu être mises en pratique. Étant au départ un moyen pour les couples infertiles d'avoir un enfant, et une loi française trop stricte ainsi que différents points de vue religieux ont poussé certains de ces couples à se tourner vers des demandes contre nature. Entre polémiques sur ces réflexions bioéthiques, la morale est contournée. Clonage, bébé médicaments et pire encore, un véritable commerce de l'enfant parfait voit le jour avec l'eugénisme. Comme nous le montre cet extrait de Bienvenue à Gattaca, un film américain d'Andrew Niccol, sorti en 1997. La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. La voiture fabriquée à Détroit. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus.
Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celle de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois. 30 ans. Le nom sur le certificat? Anton. Non, Vincent Anton. Oui, c'est un joli nom. Je sais qu'il fera quelque chose. Tu feras quelque chose. Vincent? Depuis mon plus jeune âge, je me considérais comme les autres me considéraient. Un malade chronique. Chaque écorchure au genou, chaque petit rhume était traité comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Je suis navrée. L'assurance ne le couvrira pas. Et s'il tombe... Mais on m'avait affirmé qu'il n'y aurait aucun problème. J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr. Ça va, Vincent? Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de Nous ne choses. voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Merci à tous de nous avoir écoutés, mais malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. J'espère que cela vous a plu, que maintenant vous savez ce qu'est la PMA ainsi que ses dérives. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux news génétiques. À vous les studios.